On peut commencer comme ça. C'est quoi un sage, Jackie? Eh ben oui. Qu'est-ce que c'est un sage? Le loup noir, on a un peu répondu. Le jardinier, on a vu combien c'était un être qui se mettait en chemin. Mais le sage, est-ce qu'il est arrivé? Est-ce qu'il est à destination? Est-ce qu'il est lui-même une passerelle, une transition, une étape dans son évolution? Qu'est-ce qu'il vit? De quoi il vibre? Est-ce qu'il est incarné, désincarné? Est-ce qu'il est dans ce monde, hors du temps? Est-ce qu'il est immortel, éternel, mortel? Est-ce qu'il a le droit d'aimer? Merci pour ces questions, Jackie. Donc, je vais répondre. Jackie, qu'est-ce que ça? C'est pas moi qui ai écrit le livre. Et je suis bien content. Donc, ouais. Donc, ça, c'est un peu l'espèce de, pas de problématique, mais de questions, qui tournent autour du sage. Ouais, quoi. c'est comme des questions récurrentes dans notre société. D'autant que, on a oublié, en fait. Et de parler du sage, j'ai même eu un peu peur, en fait, d'écrire sur le sage en disant mais quelle légitimité, qui je suis pour parler du sage? Est-ce qu'il faut être sage pour parler Mon du Dieu, sage? est-ce qu'il faut pas avoir fait des austérités pendant 47 ans et tout un tas de purifications, etc. Combien d'années de grotte alors? Est-ce que j'ai le droit de m'habiller, voilà, de grotte, de dépouillement, de dénuement, enfin bref, on met le sage dans des clichés. Et des stéréotypes qui sont hyper enfermants. Enfin, et puis dans notre société, je dis, est-ce qu'on en rencontre des sages? Qui a rencontré un sage dans sa vie? Même ne serait-ce que le rencontrer, alors de là à lui parler, à passer une soirée avec ou plus, ou une journée à discuter avec lui, ben c'est pas si fréquent. Dans le monde occidental, il y a énormément de personnes qui n'ont jamais rencontré un sage, qui savent même pas ce que c'est. Ouais. Et donc de dire ce que c'est un sage, ça me paraît vachement important. Essentiel même pour ramener le sage un petit peu sur terre. En fait, c'est un être humain qui, pour moi, il y a une seule chose référentielle vraiment qui me paraît important, c'est celui qui a sublimé son ego, sublimé son orgueil et sublimé ses peurs et dépassé ça et a vu combien en fait il pouvait se regarder lui-même et regarder ces parties de lui avec infiniment de tendresse et de compassion. Le reste, les savoirs, les pouvoirs, les acquisitions, les capacités, machin, on s'en fout. En fait. La sagesse, elle est là, et elle n'est pas dans je ne sais quelle liste de officielle, officielle ou officieuse de capacités, de talents, de savoir, etc., et qu'il y aurait un diplôme et le sage aurait le droit de parler en tant que sage et sans le diplôme il aurait le droit de fermer sa bouche et de rester dans le commun des mortels. Non, chacun a des sagesses, chacun a des choses et des vérités, des compréhensions qui sont sublimes, lumineuses, enseignantes pour les autres. Donc c'est le sage, il est là, il fait partie de ce monde. Et il vit dans ce monde. Et après, il peut vivre à sa manière, dans le dépouillement s'il veut, dans l'opulence s'il veut, etc. Mais c'est la capacité qu'il a de dominer ses propres enfantillages intérieurs, immaturité intérieure et pièges de son propre ego. Et alors, est-ce qu'il en est libéré totalement de ces pièges-là? Alors, le sage, non. Il en est libéré d'une grande partie, mais il doit sans arrêt vérifier sa maîtrise entre guillemets, même si après le sage il y a justement le stade du maître, mais le sage est encore en apprentissage, est encore en cheminement, et il a pour but ou pour défi d'incarner sa sagesse dans le monde et dans ce monde, et pas simplement de partir sur un tapis volant comme ça en lévitation et sortir de ce monde et dire moi j'ai atteint la sagesse et rien ne m'intéresse plus. Débrouillez-vous. Voilà. Il y a ça ne regarde plus. Il y a ce fameux vœu du Bodhisattva que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui pour moi parle beaucoup aux sages. C'est à partir d'un moment dans son évolution de conscience, chaque être humain est amené ou à prononcer ce vœu qui est je ne quitterai ce monde que quand le dernier humain aura atteint le stade du sage ou de la conscience ou de la connaissance. Et ce sera ouvert à la liberté. Dans les systèmes de réincarnation. Et ça veut dire aussi rentrer au service. C'est ça. Le sage n'est plus au service de lui-même, puisque son ego l'a dépassé, même si il a le droit de manger, de se nourrir, etc. Mais il est au service de quelque chose d'infiniment plus vaste, plus large, plus grand, qui est
sa propre conscience, mais aussi le lien avec les autres et avec les grandes grilles énergétiques qui tiennent et qui soutiennent le monde humain, mais le monde du vivant aussi. Ouais. Il est sur plein d'étages. Est-ce que je me trompe si je te dis qu'en fait il a dépassé le stade de l'ego Et de la dualité. et de la dualité dans lequel il s'incarne pour être vision au service de la vie, vision plus globale, et puis même une conscience de lui-même qui soit plus même plus trop dans l'individualité, avoir conscience qu'il est relié aux autres, au monde dans lequel il vit, ça. Oui, c'est tout à fait ça. Et puis là, il y a vraiment, on a parlé tout à l'heure de la coupure des sources. En fait, le sage a réouvert, mais vraiment large Ouais. et sans limite, la source du ciel, c'est-à-dire qu'il peut se connecter au cosmos, à l'univers, à l'invisible et au divin ou au grand architecte, on l'appelle comme on veut. La même chose avec la Terre, c'est-à-dire qu'il a reconnecté toutes ses racines profondes et le cœur de la matière, ce que j'appelle la grand-mère, ou qu'on peut appeler, et même plus loin encore. Et puis il a reconnecté les sources de son cœur, donc de son origine céleste. Il est plus dupe d'être juste un voyageur dans ce monde, un passant, un passeur éventuellement, surtout un passant qui vient apprendre, découvrir et ensemencer le monde. Et donc du coup tout est réouvert. Et à ce moment-là, il est large, mais pas parce que son ego est infatué, etc., mais juste parce que il est ce qu'il est lui-même, avec des majuscules, le grand je, le grand suis, etc. Ouais. Oui. Le grand je suis. C'est ça. Qui es-tu? Je suis. Ouais. Et je suis ce que je suis. Ouais, je suis ce que je suis, et on développe pas tous les trucs qui sont plutôt le noir, voire même encore jardinier, qui cherche, qui tâtonne, alors qui est en train de comprendre qui il est. Voilà, il a des liens. Il a vraiment des liens, le sage, avec son jardinier, parce qu'il sait d'où il vient, il sait par quoi il est passé, il n'a pas oublié les moellons de son chemin, et puis tous les tessons de bouteilles, et tous les clous qu'il y a rencontrés. Ouais. Il se rappelle aussi de son loup noir, et de ses moments d'errance, etc. Mais eux ne viennent plus lui mettre des bâtons dans les roues. Les saboteurs, c'est terminé. Oui. La plainte, c'est terminé. Les emmerdeurs, c'est fini. Oui. Enfin, tous ces schémas-là, il les regarde, il les voit monter, il fait... Et top, terminé, ça s'arrête. Ouais. C'est bien, hein, ça fait envie. Hein. Et alors, mais est-ce que c'est pas chiant alors en fait d'être un sage en fait? Ennuyeux. Ouais. Oui. Il doit se faire chier en fait, plus avoir de lutte et tout ça. Ça fait partie des grands clichés de notre monde, surtout notre monde occidental. Le sachant ou le sage, il est arrivé. Ouais. Il est arrivé à destination, donc du coup, retraite dorée, un EHPAD de luxe. J'attends les autres. Qu'est-ce que tu fais? J'attends les autres. J'attends les autres. En fait, c'est là en fait où l'être est le plus acteur de la conscience, et son travail est vraiment infini, et son travail est gigantesque. C'est peut-être là où il commence vraiment à travailler, même d'une certaine manière, parce que en fait les œuvres qu'il y a à réaliser, j'en parle à un moment donné sur les différentes missions possibles du sage, en fait elles sont gigantesques. Il y a tellement de choses à faire, à construire, à reconstruire, à semer, à ensemencer, à garder, etc., que le travail est infini. En plus, étant relié, non pas dans un monde de solitude, parce qu'on imagine le sage seul, alors dans sa grotte, ou dans son monde, dans son temple, dans son ashram, etc. Ouais. Mais le sage est en fait hyper connecté. Ouais. Le connecté en haut, connecté en bas, connecté à l'horizontale. Ouais. Et donc du coup, en fait, il est dans une interaction avec le vivant, mais en permanence. Ouais. Et il reçoit des intuitions, il reçoit des inspirations. Et donc du coup, il peut créer infiniment plus de choses. Donc il est très 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 vivant, et au contraire au cœur d'un maelstrom de vie gigantesque. Ouais, ça fait bien envie quand même. N'étant plus qu'un trait d'union, on voit la crispation du loup noir qui a peur et qui s'attache à ses petits promontoires et ses petits fiefs, le jardinier qui essaie de remettre tout ça en cause, et puis le sage qui arrive à un moment donné où il a remis tout ça dans le grand flux, y compris lui-même. Voilà, il enlève sa peau comme ça, il se dit voilà. Mais quand même incarné, et ça c'est intéressant dans cette partie du sage. Donc tu les as détaillés sous la forme de pétales de lotus. T'as pris le lotus comme symbole de l'ouverture à sa lumière. Voilà, pas mal. Ou de son ascension intérieure. Ouais. Et t'as mis 15 pétales. Alors bon, ça. Oui, c'est pas du tout exhaustif. Hein. Ouais, c'est ça. Ceux qui sont venus.
Mais si je prends donc on va avoir ceux qu'on va plutôt connaître, le dernier, enfin ce que tu as dit là, la sagesse, la distance par rapport à ce qui se passe autour de lui, d'être dans la discrétion, la sobriété, etc. Ça c'est les choses qui correspondent plus à ce qu'on imagine du sage, l'amour, la compassion. Mais t'as mis aussi par exemple de l'humour. T'as mis le pétale de l'humour, l'autodérision, donc sur lui-même, mais en même temps aussi sur le drame que les humains vivent. Tout à fait. Autant le jardinier lâche les drames et donc lâche les armes, autant le sage lâche le sérieux que le jardinier peut encore cultiver parce que c'est tellement difficile de prendre. Il faut être opiniâtre, il faut être obstiné aussi pour jardiner sa terre et ne pas la lécher, sinon les mauvaises herbes reviennent très rapidement. Mais le sage, lui, il lâche tout ça, il est libre. Et donc il y a aussi la liberté. La liberté, et l'autodérision parce que du coup, il peut prendre toutes ces immaturités et se moquer de lui-même. Et ça aussi, quand je disais tout à l'heure que le sage, c'est une des conditions, c'est d'avoir dépassé les ombres de son orgueil et tout ça. Du coup, le sage a infiniment de recul. Il peut être dans quelque chose d'incroyablement puissant parce que sa verticalité est très forte et donc du coup dans son enseignant, dans son maître, etc., extrêmement efficace, ou dans son gardien, dans son positionnement, mais aussi prendre tout à la légèreté et dire ça n'a aucune importance. Parce que tout appartient à dans des dessins tellement larges, etc., que lui, il sait très bien qu'il n'est qu'un grain de sable dans cet univers-là, même s'il y a des moments, il est une montagne. Mais il passe de la montagne au grain de sable avec une facilité déconcertante, et il se joue de tout le reste. Parce que c'est ça, il a accepté qu'il a plus prise sur l'environnement, mais en même temps, il se sent encore intégré dans l'environnement. C'est pas évident. Non, c'est un joueur de la vie en fait. Il prend les énergies, l'eau, la terre, le ciel, le feu, etc. C'est un jongleur. Il prend et un intermédiaire. Il façonne des choses avec, mais il n'est pas le dépositaire de son œuvre. Il n'est pas le dépositaire d'une idée, etc., etc. Il n'a pas besoin de déposer ses inspirations à l'INPI. Pas du tout. Il appartient à un flux qui le dépasse complètement. Et il peut rire de ça. Et il peut rire aussi de tous ceux qui s'accrochent à leur pouvoir ou à leur connaissance. C'est la liberté. C'est la liberté. Et alors, et j'adore en fait. Moi, je pense que je suis un peu je le sens, l'enfant intérieur. C'est-à-dire cette capacité à jouer, à se faire un peu de balançoire. J'imagine toujours la balançoire posée à un grand arc-en-ciel et qu'on se balance comme ça. Mais quand on est dans la sagesse, c'est ça. Voilà, on a Yoda, notre Yoda international, qui est un magnifique sage, tout petit, tout rien, tout machin, etc. Et qui est ultra puissant, d'ailleurs, qui a une bonne place dans notre société. On l'aime bien, notre Yoda. À quoi ça sert le sage? Donc, le loup noir, on voit bien, ça fout le bazar, mais bon, tant qu'on comprendra pas ce qui est important dans la vie. C'est le poil à gratter, le loup noir. C'est le poil à gratter à l'intérieur de nous pour aller révéler nos hypocrisies et nos contradictions, etc. Le jardinier, bon, il bosse, il travaille, il va créer, comprendre, apprendre, histoire de comprendre toutes les ressources qu'on a autour de nous. Et alors le sage, lui, il sert à quoi? Dans nos sociétés, il sert presque à rien. On s'en fout. La sagesse, ça les emmerde, ça nous emmerde, je vais me mettre dedans. C'est même dérangeant. Parce que les sages, ils savent des choses et nous, dans nos sociétés, on n'a pas envie de savoir, on a envie juste d'être des grands gosses, comme des grands adolescents qui font ce qu'ils veulent et qui sont juste des rebelles. Donc ça sert à rien. Ceci dit, pour aller un petit peu plus sérieusement, dès qu'on va un peu dans nos souffrances réelles, profondes et tout ça, on a besoin de trouver des réponses à nos questions. On a, pendant 2000 ans, essayé de répondre sous la forme d'une religion à des questions existentielles qu'on est en train de démonter aujourd'hui parce qu'en fait il y a des messages qui ont été pervertis, détournés, sur lesquels on a mis beaucoup de pouvoir temporel et puis de la domination des uns sur les autres avec
du sectarisme, les hommes c'est mieux que les femmes, enfin, ouais, un tas de choses comme ça. Des commandements, des dogmes, des structures et tout ça. Et aujourd'hui, qu'on est en manque de spiritualité et que la spiritualité religieuse s'écroule, eh ben, qu'est-ce qui nous reste? Et le sage, il a il a un rôle gigantesque. Il a tout son rôle de ramener de la raison sur nos déraisons et de ramener de la sagesse et de la compréhension sur un monde qui est a priori extrêmement chaotique et comme une espèce de loi de la jungle terrible, quoi. Et après il y a des rôles très particuliers. Il y a des sages qui peuvent se spécifier ou trouver des spécificités d'action en fonction de leur talent et de leur capacité intérieure. Ouais. Ok. Et puis aussi, on est dans un monde, pour aller encore un petit peu plus loin sur le côté énergétique, pour moi, le sage, je le vois comme un pilier de lumière, relié par des grilles de lumière à d'autres sages, qui sont reliés à d'autres, et ainsi de suite. Et imaginons que des sages se déploient ou s'ouvrent ici ou là, il y en a. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont inconnus, qui sont pas sur les réseaux sociaux, etc., etc. Eh bien, eux tiennent le monde et constituent des grilles énergétiques très puissantes pour éviter plus de chaos. Donc, ils ont un rôle de stabilisation aussi, stabilisateur et d'intermédiaire entre des présences guides, des présences ou des maîtres ascensionnés ou autres, des anges, archanges et de ces mondes-là, qui veulent intervenir sur la Terre et qui passent par les sages pour pouvoir, qui font le relais. Voilà, exactement. Et donc ça, c'est ce que tu viens de présenter, tu l'expliques sous la forme d'un diamant et des multiples facettes du diamant que représente le sage, mais donc tu as bien précisé autour de l'expansion de la lumière, mais sous la forme de la liberté, de la paix, de la sobriété, de la confiance, de la connaissance, enfin voilà, plein d'éléments que tu développes, et donc c'est très intéressant avec les différentes fonctions que tu n'as pas forcément détaillées à part celle-là justement de l'intercesseur là, mais tu en listes d'autres qui peut servir aussi de guide, d'enseignant, d'inspirateur, de guérisseur, d'enchanteur aussi, de gardien. Et donc le jardinier, mais là c'est plutôt le jardinier de la terre. Ouais, c'est ça. Ouais. Là c'est le jardinier à l'octave supérieure. Ouais. Hein, le jardinier qui s'occupe de lui-même. Ouais. Quand le sage est rendu là, il est tellement conscient que la terre est une beauté gigantesque, est un être conscient, un être vivant. Une planète, c'est un être incroyable. Et le sage étant relié à tout ça, il ne peut pas poser entre guillemets des sacrilèges ou désacraliser quelque chose qui est aussi beau. Ouais. Donc il se porte forcément en gardien et en intermédiaire pour que cette humanité encore un peu est défaillante, on va dire, dans son respect d'autrui et de ce respect du monde, puisse grandir et peu à peu arriver à considérer la mer comme un espace sacré, un espace important, la précieux. Terre-mère, ouais, c'est ça. Et c'est dans ce sens-là qu'il devient un jardinier d'un jardin qui est pas encore le jardin d'Éden, sauf si on le regarde avec l'œil du sage. Bah oui. Parce qu'en fait, c'est qu'une histoire de regard. C'est ça. Et là, cette terre-là, elle est déjà ça, même si elle est profondément meurtrie et souillée dans beaucoup d'endroits. C'est ça. En fait, d'avoir plus de sages qu'on va aller écouter. Mais c'est vraiment en dehors de tous ces réseaux d'expertise qu'on a, genre BFM TV, on a toujours des experts qui arrivent sur différents sujets. En fait, bon, ils sont déjà souvent autoproclamés experts parce qu'ils parlent bien, c'est des bons clients pour la télé. Bon, certains ont quand même des compétences, des connaissances, de l'expérience, mais la sagesse technique, elle est pas là. Non, la sagesse elle est ailleurs, et donc de pouvoir avoir ces lieux-là, la sagesse, ce n'est pas que de la connaissance, c'est pas que le sachant, c'est le savoir relié à l'émotion, relié au corps, à la matière et relié au cœur. S'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de sage non plus. Parce que c'est d'abord, j'allais dire, d'abord de l'amour. D'abord de l'amour et de la lumière. Donc quelque chose qui est clair et qui rayonne. Sinon, on peut être tout à fait sec. Le sachant, le scientifique, le connaissant, mais sans cœur, sans cette saveur, sans ce goût, ce parfum, c'est quand même comme une terre un peu stérile.
Et puis les sages aujourd'hui sont si peu nombreux parce que on considère qu'à partir d'un certain âge, on est un peu hors jeu, on est un peu hors cadre. Pourquoi il n'y a pas autant dans les peuples premiers, j'en reparle là, mais on honore les aînés. C'est d'abord quand on dit quand on veut, par exemple, j'entendais il n'y a pas longtemps qu'un guerrier, il disait le guerrier c'est pour sauver les anciens, les femmes et les enfants. Mais on met les anciens, nous on met les femmes et les enfants d'abord. Mais les anciens on s'en fout, comme si ils avaient fini leur vie, il fallait qu'ils débarrassent le plancher. D'ailleurs on leur dit vous laissez la place aux jeunes. Mais eux, tous les acquis, les expériences, donc les conclusions qu'ils ont tirées de leurs expériences, complètement dévalorisées, voire insignifiantes, insignifiées, et on les place, je sais pas où, dans des mouroirs, etc. Et ils n'ont pas le droit à la parole. C'est complètement dingue. C'est complètement fou. Le contraire. Aujourd'hui, on a des milliers de centenaires qui ont puis en ne parlant pas de ceux qui ont plus de 80, etc., qui ont une connaissance incroyable, mais reliée à l'expérience, on n'en fait rien. C'est fou. Nos sages sont invisibilisés. Comme si ça dérangeait. Complètement. Qui viennent re-questionner les choses, mais c'est le reflet de toute la transformation qu'il y a dans notre monde aussi aujourd'hui. Mais je sais pas depuis combien de temps est-ce que les sages ou les vieux sages dans notre continent, dans notre pays, sont mis à l'écart. Eh ben depuis, on va dire depuis le monde romain. Ouais, c'est ça. Parce qu'avant, dans ce qu'on appelle le monde païen, il y avait les druides. Ouais, c'est ça. Il y avait il y avait les druides, il y avait les connaissants, et là il y avait cet accès à la sagesse, donc à ce que j'appelle le chamanisme universel, c'est-à-dire qu'on considérait l'ancien comme étant, ou l'ancienne, attention, comme étant un puits de savoir et un trésor de ressources. À partir du moment où on est venu dans l'efficacité, dans la productivité, etc., dans le rendement, ben ceux-là ont disparu. Ce qui compte, c'est 25, 50 ans ou 25, 45 ans. Et puis après, avant on n'est rien. Après on n'est plus rien. Et c'est le monde de l'efficacité, le taylorisme, etc. Et là, il y a un mot qui me vient. Je te le partage. Donc le sage, en fait, est le témoin, le représentant d'une mémoire. Alors soit de la mémoire de sa vie, soit de la mémoire de choses transmises par les générations d'avant, soit la mémoire de ce qu'il peut capter aussi autour. Et donc en fait, c'est comme si notre société, elle ne voulait pas avoir de mémoire. Et c'est ce qui lui permet en fait d'être aussi violente, parce que on sait pas, on oublie, on ne voit pas, on est face, alors que et on refait les mêmes erreurs, et on bute dans les mêmes murs, etc. Alors c'est à la fois un gardien de la mémoire, mais c'est aussi un gardien de la compréhension et donc des déductions, parce que dans l'idée, c'est je comprends quelque chose, je refais plus l'erreur et je grandis. Et puis je bute contre un mur et je comprends collectivement, sociétalement. On fait ça, évidemment, sur un certain nombre de sujets. Mais il y a tout un tas de sujets, notamment au niveau de l'ego, du pouvoir, de la domination, etc. Pas du tout. Alors, on recommence les mêmes trucs et on remet au pouvoir des personnes qui vont retomber dans les mêmes cadres et qui sont capables de se mettre directeur à vie, président à vie, empereur à vie, etc. On le retrouve dans certains pays actuellement, mais à grande échelle, complètement dingue. Et on refait les mêmes choses. La soumission au pouvoir, à l'ordre, aux décisionnaires et aux muscles, un peu, hein. Donc le sage est gardien des mémoires, mais au gardien aussi donc des sagesses et des compréhensions. Et dans l'idée, c'est comment on trouve ça encore une fois dans les peuples premiers qui savent transmettre des connaissances. Et la génération qui vient, eh bien, elle est plus grande, elle est plus large, parce qu'elle a compris que cette partie de la forêt, il fallait surtout pas la cultiver, que cette partie-là, c'était faisable, mais une année sur deux, et que ce jardin-là, il fallait lui apporter telle et telle nourriture, etc. Et ils grandissent, et telle plante avait tel rôle. Et ça, c'est transmis de génération. Nous, on a un ancien qui a des connaissances, on éteint tout, et on recommence avec les erreurs de celui qui a 30 ans, et qui bute, et qui l'apprend. Donc c'est comme c'est très progressif. Au lieu d'aller plus vite, on est lent parce qu'on ne se transmet plus ces sagesses-là et considérant comme chiantes. C'est ça. Et là, j'ai encore une image qui m'arrive, c'est comme si on faisait pas nos lacets et qu'en fait on se pétait la figure à chaque pas. Et puis on recommence. Il y a un jour qu'il y a quelqu'un qui apprend à faire ses lacets, il est génial, il s'en sort. Et il va se mettre à courir. Mais personne ne trouve que c'est une bonne idée. Donc les autres ils continuent. C'est ça. Alors,
Et nous, on pourrait continuer, mais comme il nous reste une dernière partie qui va aller un petit peu plus profondément dans ce sens-là, juste une question de regard, et ben, ça sera à l'épisode prochain. Ouais. On peut s'arrêter là. Ouais. À moins que spécifiquement sur le sage, tu vois encore. C'est cette petite fin là où je parle du maître. Oui. Pour dire que je reviens que le sage n'est pas un but en soi et qu'à un moment donné, il lui-même est en progression, lui-même est une étape dans le déploiement de la conscience, et qu'à un moment donné, il va tomber dans le maître. Et le maître, il y a quelque chose de plus puissant, de plus fort encore que le sage, où il va lui avoir totalement maîtrisé son incarnation et son lien à la matière, etc. Et on va pouvoir, on va dire, rompre avec la vie des incarnations de souffrance, entre guillemets, et pouvoir dépasser ça, et donc choisir de revenir, choisir quel rôle il veut pour la suite, etc., et basculer sur un autre type de réalité. Ce qu'on appelle la fin de la roue, pas forcément des incarnations, mais de la roue de l'apprentissage. Il passe sur un autre chemin de conscience, sur un autre type d'élévation. Et après le maître, nouvelle fiche de poste. Ouais, exactement. Et après le maître, il y a encore d'autres niveaux de conscience et d'autres niveaux d'être. Dans le cosmos, il y a tout un tas d'autres rôles qui peuvent nous attendre quand on aura dépassé ça. Comme certains disent, quand la page des temps sera tournée, chaque être humain aura acquis une quantité de savoir et d'expérience qui seront extrêmement demandées de par l'univers, parce que c'est une expérience particulièrement forte, douloureuse et enseignante, celle de cette humanité ici. Et c'est ça. J'ai hâte qu'on puisse communiquer, qu'il y ait des échanges, parce que ça permettra à l'humanité d'avoir un regard sur elle-même dans sa différence et de se confronter à la différence. C'est ça. Là, pour l'instant, on est un peu tous ensemble, et en fait, il faut créer les différences, les enjeux. Voilà, on a le même bac à sable, et on a un nombre de sauts qu'on croit être limité. Et donc voilà.